Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette nouvelle vidéo réponse aux questions TTRPG, nous allons répondre à 3 nouvelles questions. Alors, vous avez sûrement déjà entendu le premier épisode avec Joss. Il n'était pas très contextualisé. Donc avant de vous présenter l'invité du jour, je rappelle que le principe, c'est pas vraiment de décortiquer la question. C'est impossible étant donné que la personne qui a posé la question n'est pas là. Donc en fait, la question sert plutôt à provoquer la conversation avec l'invité. Et ensuite, on discute et potentiellement la personne qui avait posé la question en retirera quelque chose, ou peut-être pas en fait. On va partager des opinions. Et aujourd'hui, on va faire ça avec Cortex. Cortex, comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que tu entends que ça gueule derrière moi ou pas? Il y a des ghouls. Il y a Voilà, avoir deux femmes à la maison, c'est un bonheur total. J'adore. Alors la dernière fois, c'était un dimanche en début d'après-midi, donc on était un peu sur Aix. Là, on est plutôt en début de soirée, en semaine, donc ce sera peut-être un peu plus détente. Ah oui. Est-ce que tu es prêt, Cortex, pour la première question? Écoute, je suis prêt. Alors, si tu es prêt, nous allons y aller. Je prends pas forcément les questions dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Il y en a une qui a été posée récemment par Valère sur Discord, qui demande comment inciter certains joueurs à plus de roleplay et moins d'optimisation. Pour certaines tables, c'est évident, mais pour d'autres, 3 petits points. Sous-entendu, ce n'est pas évident. Dans ces cas-là, les PJ ratent souvent leurs interactions sociales, mais roulent sur les combats. Les deux perdent là leur intérêt. Donc, je lui avais demandé de préciser un peu, et en gros, je lui avais demandé à quel jeu il jouait tout. Il m'avait pas dit vraiment de jeu, mais il m'avait ajouté une précision. En gros, il a l'impression, je crois, que ces joueurs, la plupart du temps, ils créent des personnages un peu nuls dans tout ce qui est pas du combat. Et du coup, ça fait que chaque fois qu'il y a des situations un peu hors combat, ils se plantent. Et donc, ça finit par se terminer en combat. Et là, ils sont tellement forts que les combats sont pas intéressants parce qu'ils les gagnent tout le temps. Donc, c'est un petit truc en plus pour contextualiser. Mais si on reste sur juste la question de base déjà, comment inciter certains joueurs à plus de roleplay et moins d'optimisation? Est-ce que ça te parle, Cortex? Est-ce que Jean-Pierre, je peux utiliser le 50-50 ou le vote du public? Ah, il n'y a pas de public ce soir, donc il va falloir improviser. Ça me parle. Je sais pas, j'essaye de réfléchir. Est-ce que ça m'est déjà arrivé une situation comme ça? Est-ce que je sais qu'il y a des tables où j'ai joué, où je joue, où je jouerai, comme dans la chanson de Cabrel, où il y a plus ou moins d'importance du roleplay. Le roleplay dans le sens interpréter son personnage et pas le faire avancer. Je pense que ça t'est arrivé aussi. T'as dû être dans des tables où on disait mon bonhomme fait ceci, mon bonhomme fait cela. Ouais. Vous voyez, voilà. C'est ce que tu mets derrière roleplay, toi, l'interprétation, on va dire, à la première personne un peu? L'interprétation et les interactions entre personnages, j'imagine. Moi, ce que je comprends derrière ça, c'est la scène classique, je rencontre un PNJ, mes joueurs n'interagissent pas avec ce PNJ de manière roleplay, quoi. Mais tu le mets vraiment dans l'interprétation, on va dire, théâtrale, ou genre c'est se mettre dans la tête du PJ et faire ce que le PJ ferait, ou alors c'est... on peut peut-être essayer de définir ce que c'est le roleplay, tu vois. Genre en 2-2. Définissons nos termes. On fera jamais 100% d'heureux avec une définition, mais le roleplay, pour moi, à une table de jeu de rôle, c'est quand je parle à la première personne et quand tu interprètes ton personnage et qu'en plus tu essayes d'y ajouter une petite touche théâtrale. Mais quand je dis théâtre, c'est avec des gros guillemets. Hein, il n'y a pas de visuel là, donc vous pouvez pas voir mes doigts. Mais des gros guillemets. Comment tu définirais ça, toi? Moi, je dirais que c'est se mettre à la place du personnage, prendre des décisions en tant que personnage, et c'est à peu près tout. Enfin, c'est un peu un truc un peu restrictif, mais en gros, c'est genre dans l'idée, c'est les moments où je suis vraiment le plus proche de mon personnage et où je me questionne vraiment qu'est-ce que ferait ce personnage à ce moment-là. Je dirais que je suis un peu moins dans le roleplay, tu vois, si par exemple... en tant que joueur, j'ai envie qu'il y ait une bagarre, et donc je me dis, vas-y, mon personnage, il va se battre, ou alors, tu sais, agir pour des raisons un petit peu plus méta, tout en sachant que c'est pas forcément un problème. Oui, donc tu balayes le côté interprétation, quoi, du coup. Tu es ouais, plus dans le raisonnement. Ouais. c'est ça, ouais. Je pense que l'interprétation, j'appelle ça l'interprétation, tu vois. Enfin,
Donc, dans ce cadre-là, je dirais que, je comprends plus facilement la question qui est posée. Si je suis roleplay, potentiellement, je vais pas faire des trucs optimisés parce que, par exemple, je vais me priver justement de mon savoir méta, de me dire c'est sûr il y a un piège et donc mon personnage enfin tu vois ce que je veux dire, comme en tant que joueur je sais pas, j'ai de l'expérience en dungeon crawling, je prends plein de précautions de mecs qui auraient déjà fait 50 000 donjons, alors que par exemple en tout début de campagne mon mec c'est un absolu paysan qui n'est jamais sorti de chez lui, tu vois. Ça ce serait une forme d'optimisation un peu. C'est marrant parce que j'avais même pas considéré ça, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est agir dans les pompes de son bonhomme. Mais est-ce que c'est vraiment ça la question de Valère? Eh bien je ne pense pas. Voilà. Est-ce que c'est pas juste que ces joueurs, ces joueuses, ils savent pas faire d'interaction sociale dans du jeu de rôle? Alors si on avance un petit peu, il dit les PJ ratent toutes leurs interactions sociales mais roulent sur les combats. Et si on rajoute son histoire de système où ces PJ font tous des bastonneurs, ça ajoute encore plus de contexte. Donc en fait, on va essayer de faire une inception de Valère qui n'est pas là. Ouais. En gros, il trouve que ces joueurs c'est des bourrins. Oui. Mais il crée des personnages bourrins, et du coup, quand il y a une interaction sociale, ils ratent leur jet de dés, j'imagine, un truc comme ça. Ouais, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce pauvre Valère? C'est terrible, cette question. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de à quel jeu on joue aussi? Exactement. Déjà, est-ce qu'il y a une histoire de à quel jeu on joue, mais quelles sont les attentes de Valère et quelles sont les attentes de ses joueurs? Et peut-être que les deux, elles se percutent pas, quoi. Ou du moins pas suffisamment. Dans un premier temps, comme ça, en première instance, moi je me dis, si les joueurs ils aiment bien la bagarre, et que lui il aime pas la bagarre, et que c'est un jeu qui permet la bagarre, et un jeu qui permet de créer un personnage qui apparemment à la fois peut se spécialiser dans les interactions sociales et se spécialiser dans le combat, c'est que déjà c'est un jeu grosso modo, probablement, j'essaie de me projeter dans un jeu, tu sais, à compétence un petit peu... c'est pas un jeu qui sert à émuler un genre, par exemple. J'essaie de me mettre à la place j'essaie de reformater la question dans ma tête. Parce qu'il met le roleplay en opposition à l'optimisation et il parle d'interaction sociale sous couvert de règles. Oui, il y a une question d'attente et ça c'est sûr, mais il y a surtout tu peux optimiser ton personnage pour la bagarre et faire des interactions sociales, ok, tu vois. Yes, complètement. Pour moi, il y a vraiment un mix dans les termes, étant donné qu'on parle de roleplay et d'interactions sociales ratées, alors que j'ai l'impression que les interactions sociales sont ratées parce que mécaniquement, les personnages ne sont pas forts en interaction sociale. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut pas considérer les deux et faire une réponse pour les deux, du coup? On pourrait couper en deux la question, ouais. Mes PJ sont nuls en interaction sociale mécaniquement, leurs personnages sont très forts en bagarre, d'un côté, et mes PJ ratent leurs interactions sociales parce qu'ils savent pas faire d'interaction sociale. Tu veux faire quelle question en premier? Bah, la première, c'est la mécanique, je pense que c'est la plus simple. On a déjà donné la réponse, je pense. Yep. Si les PJ décident de créer des combattants et que ça pose problème, il y a un problème d'attente. Si mon jeu le permet et que mes joueurs ils aiment bien jouer ça va être problématique. Je pense qu'on pourrait vite... En fait, soit ça va tourner à la manipulation, soit en fait, il faut dire, ça vous dit qu'on essaie de jouer à un autre jeu, genre, je sais pas, au pif. Genre vraiment un jeu pas connu, l'appel de Cthulhu, tu vois, genre. Par exemple. Je ne connais pas ce jeu. Qu'est-ce qu'on joue dans l'appel de Cthulhu? Je crois qu'on joue des chats. Ah. C'est pas un jeu pour toi alors. Ouais, depuis peu, c'est devenu un jeu avec des chats parce que ça commence à devenir un peu répétitif. Mais tu vois, même un jeu à la Passion de las Pasiones, ou un jeu, je me dis comme ça, un jeu où finalement on utilise des traits, par exemple. T'as certains jeux qui utilisent des approches plutôt que vraiment avoir un personnage qui va avoir des points de compétence en combat et tout. Donc par exemple, je sais pas, tu peux avoir un personnage, il a une caractéristique, c'est flamboyant, et flamboyant, ça marche dans le discours et dans le combat à partir du moment où ce que tu fais, c'est flamboyant, tu vois. Je te rejoins là-dessus. Peut-être des jeux où les mécaniques de bagarre, c'est pas jeter une pile de dés chiffrés, enfin plein de stats chiffrés, mais plutôt des concepts
plus large. Et à ce moment-là, ils seront obligés de peut-être de jouer différemment. Ça ne veut pas dire que vous ferez pas de bagarre, mais vous jouerez différemment. L'approche ne sera pas la même. Mais sinon, simplement être au carré d'entrée, quoi. Mon cher Valère, si tu veux jouer un jeu où il y a plus d'interactions sociales, ou alors il y a un équilibre entre les interactions sociales et la bagarre, il faut choisir un jeu qui le propose, quoi. Ou des joueurs qui acceptent de faire les deux. C'est ça. Moi, j'avoue, tu me dis on joue à un jeu, on va dire à la D&D ou à la mets des points de compétence. Tu vois, un jeu en fait où tu peux vraiment créer le personnage que tu veux. Moi, j'ai tendance à faire un bastonneur, tu vois. Moi, j'adore. Bah, moi aussi. Donc, moi, ce que j'aime mieux faire, c'est un bastonneur, mais qui va bullshit tout le monde. Je step au-dessus. mais qui va rater du coup. Parce que si Et on qui est. va rater souvent. C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus? Est-ce qu'on peut vraiment contraindre les joueurs à jouer comme on voudrait? Je crois pas. Je pense que la solution la plus simple, c'est ce qu'on a dit, c'est de proposer un jeu qui invite à jouer différemment. Ça me paraît clair. Est-ce que maintenant, on essaie de repasser vite fait sur la première question, qui était plutôt, on change de paradigme, donc c'est peut-être plus vraiment la question de Valère, je sais pas, ce sera à Valère de voir si nos réponses lui servent à quelque chose. En fait, on pourrait la reformuler en j'ai des joueurs qui jouent au jeu vraiment comme un jeu de société, ou alors peut-être qu'ils utilisent du player skill que leurs personnages n'ont pas, ou alors peut-être qu'ils se mettent dans une sorte de position... ils sont loin de leur personnage et donc ils prennent ils font des choix qui sont un peu incohérents avec le caractère de leur personnage. En gros, j'ai des joueurs qui, ne sont pas roleplay, quoi. C'est ça. Si on prend ta définition du roleplay, que j'aime bien, et qui n'est pas incompatible avec la mienne, je pense qu'on est là-dedans. Et il parle d'optimisation. Donc j'imagine que ces joueurs sont très intéressés par la mécanique chiffrée de la bagarre et pas du tout par le roleplay au sens large comme on l'a décrit. Donc comment inciter? Il faut leur montrer que c'est possible dans un premier temps, j'imagine. Et comment tu ferais ça, toi? En essayant d'avoir des interactions où peut-être tu n'invites pas le jet de dés pour valider un truc, tu vois. Par exemple, soyons concrets, une situation bateau lambda, tu vas chez le commanditaire de la quête et tu essayes d'obtenir plus d'argent. Tes joueurs, ils font toujours ça. Enfin, c'est un classico. Ah ouais, tu nous as donné 200 pièces d'or, mais on aimerait bien 250. Tu fais pas jeter de dés pour ça, tu fais un échange narratif, et si tu valides, tu arbitres que l'échange a été constructif ou tendu ou machin, et tu donnes ou tu donnes pas la thune sans faire jeter les dés pour leur montrer qu'une autre façon est possible. Okay, alors après, le côté mécanique n'existe plus. Hein. Là, les optimisateurs, ils sont par terre, ils se roulent en boule, ils ont déchiré leur chemise. Là, on est dans entre guillemets, une sorte de player skill où il faut en fait réussir à convaincre le MJ. Et si le MJ est suffisamment mature pour se mettre dans la peau, lui être roleplay avec son PNJ, ça ne posera pas de problème. C'est vrai. Et est-ce que c'est quoi les barrières à lever pour le roleplay, tu penses? Genre, comment tu fais pour aider les gens à vraiment se mettre dans la situation? Alors, on sait très bien que d'un point de vue... Enfin, moi, je pense... Je crois, je n'en ai pas la preuve, mais que c'est pas possible d'être 100% roleplay, tu vois. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre complètement. Donc, en fait, t'as toujours tes petits biais, tu vois. Mais comment est-ce que tu fais pour essayer de... C'est quoi les barrières qui pourraient empêcher quelqu'un de se mettre à la place de son personnage et de jouer comme ça en empathie avec le personnage qui pourrait... Est-ce qu'il y a des barrières qui peuvent être levées, tu penses? Ouais. C'est une très belle question, Ingo. Je te remercie de la poser. Yeah. Non, mais tu s'envoyer un peu des fleurs. Awesome, man. Ok. Wow, it's great! Yeah. Oh, c'est un podcast américain, faut pas déconner. Je sais plus ce que j'allais dire comme bêtise, du coup. Mais oui, quelles sont les barrières qu'il y a? Les barrières qu'il y a, je pense que si on prend le cadre d'optimisateur, c'est que ils ont certainement pas envie que leur personnage optimisé
ils aient la possibilité de rater quelque chose que eux ils ont envisagé, tu vois. En fait, c'est le chat qui se mord la queue. J'aime bien le chat. Le chat qui se mord la queue parce que dans cette idée-là, si t'es pas roleplay, tu peux pas être roleplay, donc c'est nul. Réfléchis à bâton rompu dans ma tête tout seul. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un peu un côté, peut-être que je vais jouer pour gagner. En fait, j'aime pas trop l'opposition play to win, play to lose. Moi, je me dis à chaque fois, quand je... Vas-y, on commence à dériver, ok? Oui, non, mais très bien, vas-y. Moi, j'aime pas trop les joueurs, effectivement, qui sont en mode suroptimisation, parce que j'ai l'impression qu'ils essayent d'éviter tous les dangers, plutôt que d'avancer et de faire des choses. Et j'aime pas trop le pendant extrême inverse, tu vois. Je trouve que c'est un peu facile aussi la réponse de oui, il faut play to lose, c'est ça qui est drôle et tout. Je pense qu'en fait, le juste milieu, normalement, c'est le roleplay. Parce qu'en fait, si je play to... Mon personnage, probablement play to win, mais je dois me mettre en mode... C'est quoi les outils de mon personnage avec lesquels il pourrait essayer de play to win? Tu vois, c'est ça le roleplay. C'est-à-dire que je peux play to win avec mon perso, mais par exemple pas dans l'absolu en faisant appel à la physique quantique, tu vois, si on joue des hommes de Cro-Magnon. Si on est 100% roleplay en utilisant la définition donc on a donné, agir à travers son personnage en cohérence avec son personnage et l'interpréter théâtralement aussi, pourquoi pas. Si on est 100% roleplay, la partie de jeu de rôle va être très 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 chiante. Tu injectes pas un peu de ta volonté de joueur d'aller triturer les jouets du MJ, tu vas te faire chier parce qu'en vérité, si dans la vie de tous les jours, tu reçois un appel de n'importe qui te parle de quelque chose de dangereux, tu vas raccrocher, tu vas dire mais qui c'est ce fou? Alors que dans une partie de jeu de rôle, tu auras plutôt tendance à dire oh non mais qu'est-ce qui se passe, incroyable et tout. Tu vas mordre l'hameçon quoi. Ce que quelqu'un normalement cortiqué ne ferait pas dans la vie de tous les jours, tu vois. Ouais, genre donc allô, cette idée de je vous attends au bar, j'aurai une cape. c'est ça. Ouais, ciao. C'est pour une mission. Merci. Vous êtes trompé le numéro, monsieur. Enfin, mais oui. Donc si on était 100% roleplay à la place de nos personnages, on prendrait en effet le moins de risques possible. Même si on jouait des aventuriers dans un monde fantastique où il y a des trésors à piller, j'imagine que toute la partie, ce serait je prends mon bâton de 3 mètres et je tape sur toutes les dalles. Enfin, on se ferait chier. Hein. Concrètement, on se ferait chier. Peut-être qu'en fait, pour essayer de boucler avec cette question, qui je pense peut être très pourrait nous faire tourner pendant encore hyper longtemps, et on doit faire 3 questions. On a déjà réussi à transformer une question en 2 questions, donc je me dis, je vais donner moi mon conseil pratique final là, qui ne résout certainement pas tout le problème, mais je pense que si on se dit que le but de la partie jeu de rôle, c'est pas de gagner ni de perdre, c'est de jouer pour voir ce qui va se passer, tu vois. Bah en fait, ce que je dirais à mes joueurs, c'est choisis les paramètres de ton personnage en fait. Ça veut pas dire que t'es obligé d'écrire des milliards de trucs, mais tu vois, si t'écris un peu 1 ou 2 traits de personnalité auxquels t'essaies de te tenir, en fait, tu te crées un peu un tableau de bord ou un truc auquel tu vas essayer de t'attacher. Et du coup, au moment où il y aura des situations, t'es pas en train de te dire c'est quoi le truc le plus optique, qu'est-ce que le MJ attend de moi, etc. Tu te dis, moi, mon personnage, j'ai dit, je sais pas, prudent, mais alors prudent, c'est l'invitation à optimiser, n'est-ce pas? Mais genre, tu vois, oui. T'écris, il est prudent et il a tendance à, je sais pas, frapper dans le dos, tu vois. Frapper dans le dos, pas attaquer les problèmes de front, mais plutôt, tu vois, j'en sais rien, attendre le bon moment pour frapper. Tu vois, tu lui donnes en fait une ligne de conduite, et puis comme ça, du coup, le MJ le sait aussi, tu vois, potentiellement. Ça veut pas dire que c'est figé dans le marbre et tout, mais au moment où t'es dans la partie, on se dit, bah moi, mon but, c'est de faire ça avec mon personnage, puisque c'est le personnage que j'ai décidé d'incarner dans cette partie de jeu de rôle. Donc en fait, si je suis ces guidelines que je me suis noté, je roleplay en fait. Je joue le rôle de mon personnage. Oui, j'ai en cohérence avec lui. Est-ce que ces guidelines, c'est pas tout simplement des motivations? Est-ce que mon personnage est motivé à l'idée de, je sais pas moi, être riche comme Crésus? Ah bah, tu vas interagir plus avec ses motivations que avec attends, j'ai un plus 10 en frappé avec une hache, je vais utiliser une hache quoi. Faut que ta hache elle te serve à gagner de la thune, il faut pas qu'elle te serve à juste gagner contre les monstres quoi. Ouais, c'est ça, je pense que les compétences comme les objectifs, comme les traits de personnalité, tout ça c'est des moyens petit à petit. À mon avis, la première partie, si t'as noté trop de trucs, tu vas pas du tout les tenir et en fait ton personnage il va aussi se construire en jouant, tu vois. Mais en fait, le roleplay apparaît dans la contrainte. Si j'ai pas de contrainte de personnage, en fait, je joue moi.
Mais à la limite, même si tu joues toi, mais que tu le joues de manière cohérente, c'est bien, non? Ouais, tu peux te dire, mon personnage, il est plus ou moins comme moi, en fait. Et là, C'est ça. tu dois juste oublier la physique quantique. Tu oublies ton tableur Excel et tu joues dans tes chaussures. Yep. Et franchement, si avec Valère, tu relances pas tes parties avec ça, mon ami, Eh ben, tu purée viendras pour te toi. plaindre. Je pense qu'on n'a pas aidé, Pusher. On t'embrasse, Valère. Je te propose une question un peu plus. Voilà, c'était une question de MJ, mais finalement, c'était pour moi la réponse c'était plutôt une réponse qui s'adresse au PJ. Maintenant, on va aller sur une question vraiment plus MJ. Attends, il y en a une qui m'inspire pas du tout, donc je tente avec toi. Ok, Oula, ok. je sais pas comment je dois le prendre. Quelle part, enfin, en fait, c'est pas que ça m'inspire pas, mais c'est que je sais pas par où la prendre cette question. Quelle part les mathématiques prennent dans votre préparation? Le choix des dés, des probas de table de rencontre, les mécaniques. Attends, je vais pas reformuler la phrase. Je vais la dire telle quelle. Le dé comme outil qui reflète la mécanique voulue. Enfin, la question, elle est fat. On parle à la fois de la préparation, mais on parle aussi du système. Yep. Alors, vu que c'est des questions Discord, je pense que on a le luxe d'avoir un peu de contexte subliminal. C'est Méol qui pose la question et je crois que Méol il joue à Shadow Dark, donc à mon avis, tu vois, il se pose pas une question sur le système en soi. Je pense que quand il dit quelle part les mathématiques prennent dans votre préparation, c'est est-ce que vous, par exemple, on a tous les deux joué à Shadow Dark, est-ce que toi tu vas avoir tendance en amont ajouter des mécaniques ou juste mettre du fluff entre guillemets et ensuite manipuler ton fluff? Ou est-ce que tu mécanises ta préparation, tu vois? J'ai fait les deux, je confesse mon péché. Il y a deux écueils à ça. Quand tu mécanises ta préparation, mettons-nous d'accord, tu prends des tables aléatoires pour créer quelque chose. Plus tu vas avoir d'entrées sur tes tables aléatoires, plus ça va être aléatoire. Jusque-là, tout va bien normalement, tout le monde arrive à suivre. Yes. Il y a un écueil à ça, c'est que si tes tables sont mal branlées, AK, c'est pas toi qui les as faites, elles ressemblent pas à ton univers, parce que mon Shadow Dark, c'est pas ton Shadow Dark, c'est pas celui de Méol, tu vas te retrouver avec des entrées qui sont pas ouf, et tu vas devoir improviser des trucs qui te font chier. Alors que si tu les as toi-même bien préparés, tu auras peut-être moins d'entrées, mettons, au lieu de jeter un D20, tu vas jeter un D10 ou un D8 ou un D6, et sur ces entrées-là, par exemple sur un D6, tu vas avoir un condensé de trucs super cool qui peuvent se passer, quoi. Donc l'écueil principal des mathématiques, c'est que des fois de trop ouvrir ta mécanisation en préparation, bah tu vas préparer des trucs. Alors parfois le random ça va t'inspirer, mais des fois ça va juste tu vas dire c'est pas terrible en fait. Est-ce que ça t'a déjà arrivé un truc comme ça? Ouais. En fait, ouais, moi j'avoue, je suis assez méfiant vis-à-vis des tables que j'ai pas faites moi-même. En fait, je vais prendre Shadow Dark, hein. Mhm. Il y a eu deux cas de figure. J'ai joué à Shadow Dark avec de la préparation et joué à Shadow Dark sans préparation. Évidemment, le cas que j'ai préféré, c'est celui où j'avais de la préparation. C'était les grosses campagnes et tout. Et donc, en fait, ouais, les tables aléatoires, je les faisais moi-même. C'était que des situations que j'avais réfléchi. En fait, le but pour moi, c'était juste de pas savoir quand elles vont arriver, dans quel ordre, pour rajouter de l'aléa et de l'imprévisibilité et avoir l'impression aussi, moi, de jouer pour voir ce qui va se passer. Mhm. Quand j'avais joué sans préparation, c'était plus qui veut jouer à Shadow Dark ce soir. Et au début de la partie, tu sais, je faisais un peu des tours de table pour que les gens y créent leur contexte. Et ensuite, je me servais des tables aléatoires pour venir supporter le truc. Je pense que c'était pas du tout la même expérience. En fait, j'avais l'impression que c'était gonzo, c'était un peu n'importe quoi. Donc, c'était pas nul. Mais comme tu disais, voilà, l'aléatoire faisait pas toujours des résultats super heureux en termes d'immersion et de consistance. Yes. Maintenant, si la question c'est quelle part les mathématiques prennent dans votre préparation, Si tu t'arrêtes là à cette phrase-là, c'est zéro, hein. Tu vois, aucune part de mathématiques dans ma préparation. c'est vrai que c'est vraiment des mécaniques au niveau CP, quoi. Enfin, genre, je fais pas des calculs euclidiens de je sais pas quoi, machin truc. Je fais, comme tu dis, tu sais, tu fais la table 2D6, tu sais qu'au milieu, les résultats sont plus probables. Enfin, une fois que tu as chopé 2-3 trucs comme ça, il n'y a pas de grande réflexion, en fait. C'est genre, ok, j'ai 6 idées, comment je les répartis est-ce que je fais une table 2D6, un D6, est-ce que je fais un D10, et en fait,
il y a 5 options, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e, je veux avoir beaucoup plus de chances de l'avoir ce soir, donc je mets 6, 7, 8, 9, 10, je sais pas. En fait, je pense que à partir du moment où t'augmentes vraiment les chances mathématiquement qu'un truc arrive, vient le moment de se poser la question, est-ce que ce truc-là, tu le mets pas dans tous les cas, et les autres trucs à côté, tu les randomises, tu vois. Il y a un peu un choix à faire, genre, qu'est-ce qui est random et qu'est-ce qui est pas random. Là, on est parti sur les tables aléatoires. Je réfléchis, c'est peut-être aussi la part de stats, tu vois. Est-ce que je prends les stats des monstres? Est-ce que je m'en fous? Est-ce que j'essaye d'équilibrer par rapport au PJ? Est-ce que j'équilibre pas? Il y a peut-être un peu tout ça aussi, non? Ouais, peut-être. Toi, si on reste sur Shadow Dark, tu es équilibré, tu faisais quoi en fait? Absolument pas. Absolument pas. Moi, je disais, tiens, ce monstre, il a l'air marrant, je vais le mettre. Ou alors, je prenais des donjons qui existaient et je prenais l'équivalent sur Shadow Dark des monstres qu'il y avait dans le donjon. Et en général, c'était pas à l'avantage des PJ, mais ça les forçait à être malins. Ils étaient très malins, donc ils s'en sortaient bien. Mais je trouve qu'équilibrer statistiquement une rencontre, voilà. Si on me demande mon avis, ça sert à rien. C'est juste la porte ouverte à faire des rencontres où tu sais que 90% du temps tes PJ vont gagner ou perdre si tu déséquilibres justement. Alors que si tu te contentes de, je sais pas moi, tu as décidé que cet endroit-là il y avait un dragon, tes PJ sont niveau 1, bah, s'ils sont trop bêtes et ils vont mourir, s'ils sont pas trop bêtes ils vont fuir. S'ils sont super forts, ils vont négocier avec le dragon. Et s'ils font 20 sur un des 20, ils vont même séduire le dragon. Ouais, moi je fais. Oula. Je suis tout pareil. Peut-être que j'ai créé quelques monstres parce que à ce moment-là, j'avais une idée de mécanique marrante. Les gobelins, tu vois, je suis pas allé voir leur profil avant de les mettre, quoi. Alors je suis en mode, c'est des gobelins. Et puis j'aime bien aussi ce côté, encore une fois, jouer pour voir ce qui va se passer. Donc en fait, je trouve que c'est marrant, tu vois, de presque de découvrir le monstre et de te dire, oh putain, en fait, il est vraiment chaud le monstre. Tu vois, toi, t'as mis un. Tu te dis, ouais. Parce que moi, je faisais quand même une préparation un peu thématique. C'était pas gonzo gonzo. Donc, par exemple, dans les donjons, tu vois, je me disais, bah, s'il y a un dragon, il va y avoir des kobolds. Enfin, tu vois, je réfléchissais aux factions un peu, par exemple, d'un donjon. Donc, pareil, les trésors, j'essayais qu'ils aient du sens. Je faisais pas trop random sur prep, entre guillemets. Par contre, quand je me disais, je mets des kobolds, tu vois. Oui, tu vas pas stater le kobold, tu vas pas le faire moins fort ou plus fort. C'est ça. Et du coup, quand je réalise que le combat il démarre et que le kobold il a une capacité qui fait qu'il peut pas mourir en un coup, un truc comme ça, je sais plus, il a une capacité spéciale dans Shadow Dark, je suis en mode, ouais, en fait, les kobolds ils sont trop chauds. Ils sont super chauds. Et du coup, je le dis aux joueurs, tu vois. Et en fait, on a un moment je trouve, de connivence, et donc j'aimais bien ça, quoi, de presque, oula les gars, ça va être vraiment difficile. Tu vois? Je comprends totalement. Moi, c'est mon kiff aussi. Moi, souvent même, je dis, vous rencontrez ce monstre-là, et après, je le cherche dans le livre des règles. Ah ouais, j'étais un peu fort quand même. Mais c'est rigolo de faire ça. Tu as l'impression de jouer avec tes joueurs. Bon, après, tu vas jouer la créature le plus honnêtement possible. Je suis en train de, en fait, en même temps que je te parle, je suis en train de regarder mes préparations. Et au final, je crois qu'il y a sur 12 ou 13 sessions, il y en a une où j'ai la stat d'un monstre. Ça devait vraiment être un monstre important. Ouais, ouais. Moi, je l'ai fouté sur le Holbert en cachet. Tu sais, je faisais des captures Aussi, ouais. des profils, je les foutais dessus. Je faisais, oh tiens, ce monstre-là, rarement vu, tu vois, dans mes parties. Hop, on va le mettre quelque part, il faut trouver. C'est certainement parce que j'avais dû la faucher quelque part que je l'ai copié dans ma préparation. Mais au final, non. Même la puissance des objets, souvent, il y a des gros dilemmes de MJ, c'est combien je donne d'objets magiques à mes joueurs, tous les combien de niveaux, il faut qu'ils soient de quelle puissance, de machin, tout ça. Ça, c'est vraiment des trucs que je fais pas, moi. Moi, je leur donne... si on a une table aléatoire où il y a un objet magique et qu'il est OP pour le groupe, ben, ils ont un objet OP. S'ils ont un objet pourri, ils ont un objet pourri. Ouais, ouais. Je trouve même ça plus rigolo qu'ils aient un objet OP qu'un objet pourri, d'ailleurs. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Je pense qu'on peut répondre à Méol que la place des mathématiques dans notre préparation, c'est pas grand-chose. Sur du Shadow Dark, ouais. J'essaie de... Du Shadow. Je Même tente sur un d'autres dernier jeux, truc, genre, ouais, est-ce qu'il y a un jeu où j'y penserais un peu plus? je pense pas. Je pense pas, parce que Shadow Dark, si tu extrapoles à des jeux où il y a beaucoup plus de stats, on prend un Pathfinder. Est-ce que ta préparation, elle changerait? Bah, j'y jouerais pas déjà. Admettons que tu y joues.
Il n'y a pas de Non. chat dedans, tu vois, par exemple. Je pense si je préparais du Pathfinder, ma préparation, ça consisterait peut-être à réviser les monstres. Parce qu'en fait, si je découvrais le profil du monstre Pathfinder comme ça, Oui, brut avec 70 lignes de stats. c'est ça, le gobelin, il a 6 capacités spéciales et il y a 4 variantes de gobelin. Je suis en mode... oula. Donc en fait, je pense des jeux vraiment plus crunchy. En fait, c'est pas forcément beaucoup plus... Je sais pas comment expliquer. Des jeux avec chaque monstre, tu vois, c'est presque un personnage de MOBA, tu vois. Je suis en mode, probablement que ma manière de jouer, alors avec l'expérience, peut-être que ça s'effacerait au fur et à mesure, mais moi je serais en mode, je mettrais moins au hasard les monstres. Bon après, souvent ces jeux s'accompagnent d'une manière plus précise de construire les rencontres, mais déjà ça, je pense que ça me saoulerait en fait. Et je pense que ouais, je réviserais un peu les monstres, et ça, je pense que ce genre de jeu, on diverge, me rendrait probablement plus dirigiste malgré moi. Je suis pas en train de dire que c'est des jeux qui font forcément ça. J'imagine qu'il y a des gens qui arrivent à faire du bac à sable avec du Pathfinder, mais force est de constater que quand même la structure de beaucoup des modules officiels et tout, c'est, je dis peut-être de la merde. Je dis peut-être de la merde, mais continuons. Je pense que tu vois, je te couperai si tu dis caca. c'est quand même plus un peu plus pensé de manière linéaire avec des combats équilibrés, tout ça, tout ça. C'est totalement pensé comme ça. Et je pense que je m'inspirerais de ça parce que je pourrais pas, au débeauté, jouer un dragon dont le profil fait 2 pages à 4, tu vois. Non. Il serait sûrement Mais sous-optimal et décevant comme combat, en fait, parce que j'imagine que les joueurs en face de Pathfinder s'attendraient à des combats un peu stylés, tu vois. Ouais, mais du coup, ce serait pas une approche mathématique, tu vois. Tu serais pas en train de regarder est-ce que le dragon, il a trop de points de vie, mais plutôt comment je vais jouer le dragon. Ouais, ouais. Toujours est-il que ta part de maths dans ta préparation, c'est... Ouais, les maths de jeu de rôle sont simples. En fait, à mon avis, Oui. pour clorer un peu... Pour clorer un peu la piscine, C'est la question de... La question de Méol, c'était plus quelle part les mécaniques prennent dans votre préparation d'une certaine manière. À quel point vous mécanisez le schmilblick, et je pense qu'on a à peu près réussi à répondre. Alors, moi, je peux rajouter un truc, c'est que j'ai fait les deux. J'ai fait Shadow Dark purement, j'ai préparé by the book avec tous les trucs du X-Scroll, telle rencontre à tel endroit, tel point d'intérêt, tel machin. C'est tellement fastidieux, mais la contrainte est intéressante. Donc, c'est des trucs à essayer. Je dis pas que je le ferai tout le temps, mais moi j'avais bien kiffé avoir une mécanisation de ma préparation à ce moment-là. Alright. On va aller sur la dernière question, qui est posée par Cortex. Est-ce qu'on peut vraiment progresser dans un loisir tel que le JDR? Quels sont les axes de travail chez vous si vous en avez? Quel enfoiré celui-là, pourquoi il pose des questions comme ça? Bah, j'ai dit qu'il y avait une surprise. Ah putain. Moi je voulais te troller, mais tu me trolls avec ma propre question. Contre Kems. Un troll et demi. Ben, eh bien, mon cher Hugo, est-ce qu'on peut progresser dans un loisir? Est-ce que la notion de progression dans un loisir, elle existe quand tu fais un loisir pour le plaisir? Pour moi, la notion de progression, il faut trouver il faut déjà qu'il y ait un objectif et que potentiellement il soit mesurable. Comment tu mesures un objectif dans un loisir tel que le nôtre? Est-ce que tu peux mesurer le plaisir que tu as pris? À part, j'en ai pris beaucoup, j'en ai pas pris du tout. Tu vois, est-ce que tu peux faire une échelle du kiff? Ouais, je pense. Tu peux pas mesurer en mode... Enfin, c'est une mesure subjective et que tu peux pas mesurer comme la température ou l'argent dans le compte en banque. Mais par exemple, tu vois, tu pourrais, après chaque partie, tout en sachant que ce serait plein de biais, etc., mais tu pourrais écrire sur une feuille, par exemple, donner une note à ta partie, tu vois. Tu pourrais, hein, je dis pas que c'est à faire. Et je pense que tu pourrais te donner une note, un peu comme si, par exemple, tous les matins, tu notais ton énergie, tu vois. Tu vois, c'est est-ce que je suis fatigué, est-ce que je suis pas fatigué? Bon, je peux dire que je suis très fatigué, pas très fatigué, etc. Tu peux essayer de te dire, là, je pense que je suis fatigué. Et comme ça, à force de réfléchir, de penser à ça, pense que tu peux commencer à relativiser et à mieux comparer les choses. Et peut-être, si tu ajoutes à ça, j'en sais rien, une petite note sur ce que tu penses que t'as pas aimé, enfin, la raison pour laquelle tu penses que t'as pas aimé plutôt, et que tu réfléchis en fait ta pratique, tu peux essayer d'évoluer. Mais par contre, donc, dans tous les cas, déjà, tu vas évoluer. Par contre, si tu veux progresser, il faut avoir choisi un objectif. Parce que du coup, ça veut dire qu'intentionnellement, tu vas essayer de trouver des moyens d'obtenir X ou Y, tu vois. Donc, Oui. je pense que tu peux pas progresser dans le loisir au global. Enfin, bon, je sais pas trop. Par contre, tu peux décider consciemment.
Ouais, ouais. Mais elle est très bien. Tu peux décider consciemment d'essayer de faire un truc dans le cadre de ton loisir et devenir meilleur à ça, je pense, non? Et là, moi, je me garde mon avis pour tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, parce que là, enfin, tu fais plutôt une genre de théorisation de la question. Mais est-ce que toi, dans ton loisir, tu te fixes des objectifs et tu arrives à mesurer des étapes que tu franchis et comment tu les mesures? Euh... Là, on va rentrer dans le Graal. En fait, c'est une mauvaise idée ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait que c'est moi qui réponds à la question. Oui. Mais non, C'est c'est pas grave. pas une mauvaise idée, c'est moi qui t'arnaque. C'est pas grave, on va aller jusqu'au bout de l'idée. Après, je répondrai moi-même à ma propre question, mais c'est pas très intéressant parce que moi j'ai déjà mon avis sur la question. À moins que tu veuilles mon avis sur la question. Vas-y, je finis de répondre à ta question précédente. Ensuite, tu donnes ton avis et ensuite on réenchaîne. Donc, Ça marche. moi, je cherche pas à progresser dans le loisir. À chaque campagne, j'ai des attentes et je vais essayer de trouver les outils et petit à petit, en fait, de m'approcher de plus en plus de mes attentes. Et d'ailleurs, quand mes attentes, enfin, comment dire, quand c'est pas très clair, des fois, ça m'embête un peu, tu vois, genre de pas, je sais pas comment expliquer. Non, mais des fois, il faut dire 15 mots pour trouver le bon mot. C'est pas grave. C'est ça. Je pense que à chaque campagne, j'ai un peu une envie, un objectif, un truc que j'ai envie d'expérimenter. Je sais pas d'ailleurs nécessairement si ce truc va vraiment me augmenter mon plaisir ou pas d'ailleurs. Mais il y a assez peu de fois où je joue juste sans intention. Ah. Ça m'intéresse moins. Mais on va dire que le fait de me fixer un objectif n'est pas forcément en corrélation avec le plaisir de la partie directement en fait. Tu vois, j'essaie un peu de segmenter le truc. Par exemple, si j'ai envie en fait, j'aime bien que les joueurs me fassent un retour que j'ai envie d'entendre, mais sans essayer de leur dire. Tu vois, genre si je me dis, je comprends ce que tu veux dire. Si les joueurs me disent, je sais pas. J'ai adoré ce passage-là quand tu as fait le reveal. J'ai adoré la façon dont tu l'as amené, alors que tu leur as rien dit. Toi, t'as bossé ça comme un ouf. Tu dis, ah putain, j'ai pas fait ça pour rien. C'est un peu l'idée. Et si c'était le truc pour lequel j'avais une intention dans cette partie, ouais. Parce que à la limite, si un joueur il me dit, trop bien, je sais pas, cette scène-là, et que pour moi, en fait, à ce moment-là, c'était une scène, on va dire, entre guillemets, comme les autres, bah, tu vois, je suis content. Enfin, genre, je dis, bah, c'est gentil et tout, ça fait plaisir. Mais souvent, j'ai un objectif un peu plus précis dans chaque campagne. Par exemple, dans la Shadow March, c'est que les joueurs sentent que l'univers, il est vaste et qu'il est consistant et qu'il y a plein de choses partout. Alors que, par exemple, là, dans les campagnes à venir, un de mes objectifs, en fait, c'est toujours un objectif de liberté. Moi, j'adore le côté on se sent libre. Mais c'est de réduire ma prep tout en obtenant à peu près un résultat, on va dire, à peu près semblable. Et que ouais, les joueurs arrivent à driver la partie, mais sans je dirais, ce mauvais arrière-goût de, en fait, on évolue un peu dans un vacuum et en fait, le MJ dit oui à tout. Tu vois, j'essaie de trouver cette sorte d'équilibre je sens que l'univers est bien là et que je peux faire ce que je veux dedans, mais qu'il y a la bonne résistance. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Donc voilà. Et à chaque campagne, c'est des trucs un peu différents. Et à chaque séance aussi, potentiellement, tu vois, genre, je sais pas, genre, tu sors un Kenku, tu vois, pour mettre de la musique, puis tu dis, bon, bah, la première, ça tombe, je vais faire de la merde avec mon Kenku, et dans 3 parties, je maîtriserai mieux le logiciel Kenku, et genre, je maîtriserai trop bien mon soundboard, tu vois, et ce sera super, tu vois. C'est bien parce que tu mets sur le même plan, tu mets des objectifs, comment dire, qui sont pas des objectifs de compétences, parce que je sais pas les appeler autrement. Et en face, tu mets ta compétence technique à toi de MJ comme un axe de progression. Donc ta progression à toi, c'est pas que d'acquérir des compétences, d'utiliser du matos, d'utiliser des façons d'écrire. Alors que Non. quand je parle progression avec d'autres MJ qui sont dans le délire de devenir le meilleur MJ, un petit clin d'œil à un maître chocolatier, il y a quand même ce côté il faut que je sois meilleur en ci, meilleur en ça, tu vois. Il n'y a pas forcément l'objectif de réussir à faire passer une idée, par exemple, qui n'est pas un truc qui, probablement ça demande de la compétence, mais qui n'est pas affiché comme tel. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je suis en train de raconter. Je pars dans un Si. dans un délire. En fait, moi, j'ai le sentiment
que si tu te dis je veux juste être un meilleur MJ, au global, il y a peut-être quelques compétences, ok? Genre, C'est sûr. mais qui sont globalement des compétences humaines, que même les enfin, qui sont, je dirais presque pas toujours des compétences qui relèvent que du MJ. Je pense que tu peux devenir il y a une sorte d'un peu des soft skills qui permettent de devenir un meilleur joueur de jeu de rôle. Genre, réussir à la fermer, tu vois, et à passer la balle à quelqu'un d'autre. Mais en fait, j'ai le sentiment que c'est presque des compétences conversationnelles et tout. Mais bref, je me disperse un peu. Je pense que si tu prends la question, genre en mode, je veux devenir un meilleur MJ, bah, tu vas essayer de tout faire bien, et tout faire bien, ça n'existe pas vraiment. Enfin, en fait, moi, des fois, j'ai l'impression que les objectifs que je poursuis, par exemple, sont complètement incompatibles avec certains joueurs. Et si j'essaye de plaire à tous les joueurs, bah, j'ai pas l'impression de progresser. J'ai l'impression, en gros, de juste me faire marcher dessus, quoi. J'ai l'impression de servir la soupe, mais de pas l'aimer. C'est ça. Donc, dans cette notion de progrès, je trouve même qu'il y a une sorte de... Tu progresses presque plus en tant que groupe dans une campagne donnée. Genre, tu vois, tu te dis, la première séance, vous trouvez pas que, j'en sais rien, moi, on n'a pas joué grand chose, tu vois. C'était très, 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 très lent. J'ai eu ce sentiment-là. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Je pense, tu peux faire progresser ta campagne, autour de la proposition qu'on essaie d'avoir, etc. Tu peux essayer de développer des petits skills, genre par exemple, j'ai un très bon exemple de comment on peut progresser en tant que MJ. Tu vois, par exemple, si je connais mieux les règles du jeu, je pense que je progresse en tant que MJ, mais pas en tant que MJ, genre dans le sens waouh, je suis le meilleur MJ et tout. Je progresse parce que je sais de mieux en mieux faire jouer le jeu auquel je suis en train de jouer, tu vois. Ok, donc ça veut dire que cette progression, elle peut être faite sur des axes qui va pas rendre forcément ta partie meilleure si ton axe de progression, c'est pas... Ah, attends, je vais m'embarquer dans un truc compliqué là. Tu peux progresser sur des trucs et avoir l'impression de progresser sur des trucs, et au final, tes parties ne sont pas meilleures parce que t'as pas le bon focus de progression. Et ce que tu dis, c'est super chouette. Et que tu dis progresser en table, parce que souvent dans la progression de meneur de jeu, on réfléchit tout seul. On réfléchit, putain, mais admettons, je suis pas arrivé à retranscrire mon univers de jeu, tu vas dire c'est ma faute parce que j'ai pas su amener les éléments aux joueurs. Et peut-être qu'il y avait un truc avec le joueur qui est pas allé vers l'univers de jeu aussi, tu vois. Donc je trouve ça intéressant comme façon de réfléchir en table. Je pense à un dernier truc, et après, je sais pas quel est toi ton avis sur la question, mais je pense... J'ai un avis éminemment intéressant. Bien. Ouais, je n'en doute pas. Si, en fait. Non, reconne. Genre, tu sais, je pense que, en fait, si tu ne décides... ce serait vraiment orgueilleux de se dire « Ouais, moi, là, je suis vraiment un MJ de fou furieux, quoi. » Alors que en fait, tu ne précises pas en quoi t'es bon. Par exemple, tu vas jouer toute ta vie à un jeu et tu vas continuer de progresser, tu vois. Par exemple, tu veux absolument proposer la meilleure expérience de dungeon crawl avec ce set of rules et pour répondre à ces attentes précises. Et genre, si je viens chez toi, je vais avoir la meilleure partie de dungeon crawl classique que j'ai jamais joué. Tu vois, je dis n'importe quoi. Oui, tu vas dire vraiment n'importe quoi. Le meilleur funnel même de dungeon crawl. Par exemple, le meilleur funnel. Classique. Le meilleur funnel. Et en fait, à partir de ce moment-là, ce que tu fais, c'est que ta progression est ralentie de fou. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, grosso modo, tout ce que tu peux changer, c'est vraiment des micro-détails, quoi. C'est genre, comment je réussis à house rouler? Est-ce que j'arrive à sortir la règle de grappling en une seule seconde, etc. Enfin, tu vois, genre... Et tu vois, je pense à des MJ, par exemple, qui vont dire... je sais pas, moi, je joue... Tu vois, les MJ, par exemple, qui pensent vachement à l'ambiance. Et en général, ils disent, ouais, je propose la meilleure expérience de jeu de rôle, super immersive, etc. Mais par exemple, ils ont enlevé les règles. Il n'y a plus de règles, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, bah, on peut se demander s'ils sont vraiment bons. C'est là que la question devient stupide, en fait. Parce que tu te dis, en gros, ils restent dans une sorte de zone de confort, mais ils essaient de creuser le plus loin possible leur philosophie de jeu. Ça, c'est une approche. Et après, c'est grave? Non, c'est pas grave. Mais c'est à ce moment-là que je me dis, c'est pas la peine de s'en enorgueillir non plus, je pense, parce que on pourrait, parce que en gros, tu vois, dans la question, est-ce qu'on peut progresser dans un loisir tel que le JDR, pour moi, sous-tendu, il y a la question de c'est quoi les débats là de MJ qui disent ouais, moi je suis le meilleur, ah non, c'est moi, machin. Et il y a aussi la question des MJ débutants qui se mettent une pression de fou en se disant qu'en fait à un moment donné ils vont être un super bon MJ mais sans avoir déterminé leurs objectifs, etc. à l'avance. En fait je pense que tu vois il y a plein de trucs à expérimenter et en fait
les objectifs, tu te les fixes toi-même. Il n'y a pas d'absolu objectif en tant que MJ, en fait. Tu voudrais dire un MJ ou une MJ qui se spécialise à fond dans un style, elle serait bon qu'Alon ou elle serait bonne qu'Alon de ce style? Non, je me dis que un MJ qui se spécialise à fond dans un style et qui ensuite dit c'est moi le meilleur et en plus j'ai la meilleure façon de jouer, c'est un MJ qui s'est mis des œillères pour se faire croire ça. D'accord. Souvent le discours c'est pas je suis le meilleur, j'ai la meilleure façon de jouer, c'est j'adore ce style-là et je fais tout pour être le meilleur dans ce style-là. Bah ça je trouve que c'est cool, tu vois. On est déjà plus raccord. Moi, je pense que tu lis en moi dans un livre ouvert parce que la question elle était un peu ouverte et comme on est sur la chaîne du bon MJ, toutes ces questions d'être un bon MJ, moi ça me fascine. J'essaye toujours d'être un bon MJ, j'essaye toujours de progresser, mais il y a des fois où je me dis que j'axe tellement comment dire, mes attentes sur de la progression de ma propre performance qu'au final je suis plus dans la partie avec les autres joueurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je Mes vois. focus en partie, ça va pas être est-ce que la partie est bonne pour les joueurs, mais est-ce que moi ma partie elle a été bonne pour les joueurs. Voilà. Là, on est dans du coupage de cheveux en quatre pour être très poli. Ouais. Ben, ça, c'est une très très bonne question. Mais en fait, je trouve que c'est ce que tu dis, c'est intéressant parce que je trouve que des fois, le piège, c'est de se mettre une sorte de pression à être le meilleur là maintenant. Donc en fait, ça te parasite parce que d'une certaine manière, tu vas plus être dans la partie, c'est ce que tu disais. Et parfois, tu vas même chercher à subvertir les attentes de tes joueurs plutôt que de simplement jouer au jeu. Moi, ça m'est arrivé et ça m'a servi, et ça m'est arrivé et ça m'a desservi. Typiquement, la dernière partie de Vampire qu'on a faite, de ce point de vue-là, pour moi, c'était une catastrophe parce que j'analysais tout, je n'écoutais pas vos ressentis, même si je les entendais. J'analysais tout à l'aune de mes ressentis et de mes attentes et de mes objectifs, et j'étais pas du tout en phase avec, et j'arrivais pas à m'aligner avec ce que j'avais en tête, alors que la partie, elle était pas là du tout. La partie, elle était nous quatre, ce qu'on faisait, tu vois. Et ça m'a pris un moment, tu vois, à analyser ça parce que j'ai un petit cerveau, donc il faut que je réfléchisse longtemps. Et quand tu dis la dernière partie, c'est la dernière séance de la campagne. Non, la dernière campagne en entier. Et Parce que je suis dans ce mode de raisonnement où je veux atteindre mes objectifs, je veux être pas le meilleur MJ parce que je pense qu'il y a des gens qui sont largement plus forts que moi, mais être le meilleur moi-même à ce moment-là, tu vois. ok, est-ce que tu avais une idée précise de tes objectifs, genre? Moi, je voulais un truc extrêmement immersif où tout le monde rentrait dans l'histoire de son personnage. Et en fait, j'ai oublié que la partie de jeu de rôle, bah, c'est pas l'histoire du personnage, mais c'est l'histoire que tu joues, tu vois. Et est-ce que ça t'est arrivé sur d'autres campagnes? Ça m'est arrivé sur d'autres campagnes. Non, je pense que là, c'était le paroxysme de la connerie de vouloir être le meilleur MJ. Mais ça m'est arrivé, par contre, dans d'autres campagnes. Par exemple, une campagne qu'on a fait avec d'autres copains. Tu n'étais pas là. Les cerisiers. Là, j'avais une pression d'objectif, mais qui m'a servi positivement parce que ça m'a aidé à faire la meilleure partie, tu vois. Alors, je dis pas que c'était la meilleure campagne de tout l'univers et que tout le monde devrait la jouer parce qu'elle était incroyable, mais en tout cas, moi, le ressenti que j'ai eu, c'était une super campagne parce que je m'étais sorti les doigts, comme on dit, tu vois, dans le rubis, et que j'avais fait un truc où je m'étais fixé des objectifs assez hauts et que je les avais plus ou moins atteints, même s'il y a eu des ratés, même s'il y a eu des trucs un peu... Ouais, donc et de fait, justement, que cette campagne s'était très bien passée parce que j'avais mis quand même beaucoup de cœur dans ce que j'avais fait, je me suis dit, si je fais tout le temps comme ça, je vais tout le temps y arriver. Erreur, mon petit Sébastien, erreur. Ça ne marche pas toujours pareil. Chaque table est différente. Ouais, et puis je pense qu'en fait là-dedans, il y a une sous-question qui est pas celle d'être le bon ou le pas bon MJ ou je sais pas quoi. Oui, on a vu que c'est une question subsidiaire, celle-là. En fait, je trouve que c'est presque plus une question de la responsabilité. En fait, le fait de se dire, tu vois, moi je me dis, je suis humain, donc en fait, tu vois, j'ai un ego et tout. Et quand une partie se passe bien, bah, évidemment, je m'en accorde une part des mérites. Mais je sais reconnaître une partie quand même où j'ai l'impression, par exemple, que tout le monde me dit que c'était bien. Et moi, je me dis c'était pas bien. Et je me dis aussi parfois que des fois, je me dis moi, c'était pas bien. Et des fois, je me dis c'est la table qui est pas bien, ou c'est ce joueur qui est pas bien, etc., etc. Et en fait, je pense qu'il y a un peu cette question de tout le monde est responsable, tu vois. Donc en gros, pour éviter de tomber dans le truc de je suis responsable de tout, qui peut être contre-productif, je pense,
Tu vois, les responsabilités sont partagées. Ça veut pas dire que je suis Oui, pas responsable bien de sûr. tout. Non, 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 mais même par exemple, si on prend cette campagne des cerises qui était top, elle était top parce qu'il y avait une belle table aussi, tu vois. Ça marche pas, ça marche pas. Comment dire, c'est pas unilatéral, c'est pas toi, MJ, t'arrives et c'est toi qui fais la partie. Tu fais au mieux de ce que tu peux faire et après, si en face ça prend, c'est génial. Pense à, par exemple, chez toi, la Shadow March, je pense que tu t'es régalé. Tu t'es régalé parce que t'avais la table adéquate, quoi. Toi, t'as fait un truc de ouf, mais eux, ils t'ont rendu la balle, quoi. Yes, ouais. C'est vertueux et c'est vicieux dans l'autre sens aussi. Quand tu es pas en adéquation. En fait, quand t'es pas en adéquation, ça patine, quoi. Mais Est-ce- c'est vrai qu'il y a un truc de responsabilité de MJ, qu'on se met tout sur les épaules. Et il y a un truc d'ego aussi, peut-être, hein, tout simplement. Hein. Bah, Un ego mal placé, ou tu vois, un petit délire comme ça. je pense il y a déjà il y a la passion et la passion c'est pas toujours agréable, tu vois. Genre, Eh oui. tu dis, tu vois, genre notre conversation. Bon, je pense que les gens qui écoutent encore sont probablement des passionnés, mais tu vois, des fois il y Ah a oui. des gens ils doivent se dire putain, mais ils se prennent la tête de fou en fait. Moi, je fais mon donjon dragon et C'est trop quoi ce lolo. truc? Moi, Et je vais aller jouer au tennis, ça va être vite vu. non, mais même dans les gens qui font du jeu de rôle, je pense que tu vois, t'as des gens juste, je vais pas dire qu'ils sont pas passionnés, mais comment dire? T'as des gens, ça les dévore moins, tu vois, genre ils sont moins dans le feu sacré, pour reprendre une Ah, expression populaire. El Famoso. Tu vois, eux, la Euh, partie de jeu de rôle, c'est la partie de jeu de rôle. C'est comme un jeu de société, c'est comme un jeu de cartes. C'est pas un truc qui... Moi, je vais admettre, le jeu de rôle, je le mets au-dessus de tous mes autres loisirs ludiques, on va dire. Ah ouais, largement. Ouais. Donc j'ai des attentes et je suis... Ouais, genre, de moins en moins, je vis mal une partie. En fait, ce qui est horrible, c'est que la plupart des parties, par exemple, moi, où je vais me dire, ah, ça va pas, c'est pas des parties où les gens, ils ont dit qu'ils se sont fait chier. Hein. En fait, les gens, ils disent, ah, c'était cool et tout. Mais genre, juste, moi, j'ai pas eu le truc que je venais chercher. C'est pas toujours facile, ça. Parce que des fois, en fait, si tu mets les mots dans la bouche de l'autre, lui, il va te dire qu'il a ressenti ce que tu essayes de proposer. Et des fois, c'est pas vrai. Genre, par exemple, si je On te fait dis... pour savoir. je sais pas comment expliquer. Parce que si la personne te dit en toute bonne foi, j'ai kiffé la partie parce que le truc que j'attendais, comment tu fais pour savoir que c'est pas vrai? Euh, Est-ce que c'est ton ressenti à toi qui prend le pas sur ce que te dit la personne? Avant, genre il y a longtemps, je faisais n'importe quoi avec... quand j'étais petit, je faisais n'importe quoi avec les règles. Bon, on me bitait rien. Mais du coup, à un moment donné, il y a eu, on va dire, je dirais, il y a 5-6 ans maintenant, god damn, j'étais en mode, je faisais des parties, et puis à la fin, par exemple, les joueurs, ils faisaient, ah, c'était tendu et tout. Et genre, moi, je savais que j'avais triché dès auparavant. Et ben, à ce moment-là, je suis en mode, on n'est pas en connivence. En fait, eux, ils se disent, ouah, le combat était trop tendu. Et moi, je sais qu'en fait, le combat, il était pas tendu. Ça n'a jamais été tendu, je contrôle tout. Et donc c'est à ce moment-là où je me dis, oui, lui, il a ressenti que c'était tendu, mais en fait, c'est faux. Tu vois, je sais pas si Ah oui, tu vois d'accord. ce que je veux dire. Ok, j'ai compris, ça y est. C'est faux dans la vérité de la partie, mais c'est pas faux pour le joueur qui l'a ressenti comme ça. Ok. C'est ça, et donc moi, un de mes buts, Et- ça a toujours été de pousser le plus possible, enfin, c'est un des trucs auxquels je tiens le plus, cette forme de connivence et de transparence, tu vois. Et ça peut être un truc qui me déçoit dans certaines parties. Par exemple, la plupart du temps, quand j'essaie de bricoler un système, que je me rends compte que le système, il est pas encore au point, ou il est foutraque, tu vois, et que les joueurs, eux, ils sont en mode, ouais, franchement, ça va. Et en fait, moi, je suis en mode, mais non, ça va pas du tout, en fait. Parce qu'en fait, c'est moi qui contrôle tout. Et certes, l'histoire qu'on a racontée, peut-être la narration vous a plu, etc. Mais en fait, j'avais l'impression de tout contrôler dans cette partie, et donc ça ne me fait pas plaisir d'avoir été le bon illusionniste, tu vois. Et est-ce que c'est un truc que tu dis, ça, quand ça arrive? Ouais. Bah, genre par exemple sur des Genesis, genre moi j'aime pas trop le système de base de Genesis. Et du coup j'ai essayé de tester des autres trucs et tout. Et en fait au bout d'un moment je me suis juste dit, je peux pas faire une campagne comme ça. Ça va me faire chier au bout d'un moment. J'ai trop l'impression, au moment où on est en train de jouer, d'être un compteur, tu vois. Juste quelqu'un qui est là pour faire le show, tu vois. Et pourtant les joueurs, tu vois, ils étaient, je parlais pas beaucoup, tu vois. Je l'ai laissé à mort roleplay, mais j'étais en mode, ils ont kiffé, mais c'est pas du tout l'expérience que je recherche. Et du coup, en fait, c'est là où ça devient deep. En fait, J'aime quand c'est deep. le fait d'être, entre guillemets, un bon MJ, ou d'être responsable, etc., je sais pas quoi, pour moi, ça ne tient pas seulement
à ce que les gens, à la fin, ils disent que c'était bien. C'est de moi, dans mon fort intérieur, me dire, j'ai trop kiffé cette partie, et j'ai l'impression qu'ils ont trop kiffé la partie, et qu'on a plus, à peu près tous trop kiffé la partie pour les mêmes raisons, tu vois. Et c'est à ce moment-là où je me dis, ah ouais, là, c'était une très très bonne partie de jeu de rôle. À partir du moment où tu es honnête avec les joueurs, quand tu leur dis vous avez ressenti ça, mais moi il s'est passé ça derrière l'écran, forme déjà d'honnêteté intellectuelle, c'est plutôt sympathique de ta part. Je pense que c'est pas le cas de tous les MJ qui peuvent bricoler derrière l'écran. Quand tu dis par exemple, si on prend la campagne de Vampire, est-ce que tu as une idée de ce qui aurait pu faire que ça marche mieux? Enfin, que tu te dises, tu sois moins déçu. Si on refait la campagne en mieux, je pense que c'est la création de groupe qui est foireuse au départ, je pense. Déjà, la création de groupe, j'aurais dû peut-être être plus restrictif, plus cadré, peut-être plus cadré la création de groupe, pour que vous ayez les motivations à agir de concert, que déjà on soit pas en train de faire des scènes chez les uns chez les autres toutes les 5 minutes et de ramener de l'histoire sans arrêt, plutôt que de la jouer. Ok, Tu vois, mais ça c'est un truc. Je suis honnête avec moi-même, mais vas-y. parce que Je sens que la réponse ne te satisfait pas, Hugo. non, parce que en fait, j'étais dans la campagne. Bon, les gens ont compris. Mais du coup, ce que je me dis, c'est que moi, j'avais pas l'impression qu'on avait. Attends, comment dire? En fait, tu vois, je pense que souvent, on se dit, ah, le problème, il vient du début. Tu vois, moi, il y a plein de campagnes où je me dis ça. Le problème, c'était le choix du système. Le problème, c'était la création de groupe. Le problème, c'était vraiment le tout début. De plus en plus, je me rends bien compte que finalement, le problème, des fois, c'est de pas avoir les bonnes conversations, en fait. Genre en débrief et tout, tu vois. Est-ce que là, comme ça, j'ai l'impression que moi, je me suis pas. Dans les premières séances, il y avait des trucs qui me plaisaient, des trucs qui me plaisaient moins, mais tu vois, il y a des highs and lows, tu vois. Et genre, c'est à peu près au bout de la 5-6e séance où j'ai mis le doigt sur le truc qui me gênait le plus. Mais tu vois, il m'a fallu du temps. Et en fait, je me dis que. Et en fait, à aucun moment, je me suis rendu compte que la campagne ne répondait pas à tes objectifs et j'avais pas l'impression de savoir quels étaient tes objectifs pour la campagne, tu vois. Que la conversation. Enfin, tu vois, le fait que tu me dises a posteriori, ouais, je suis complètement passé à côté de mes objectifs, je me dis, ah, c'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'on ait fréquemment discuté des objectifs, tu vois. C'est certainement pas un truc que je fais naturellement d'ailleurs. Et je sais pas, est-ce que tu discutes de tes objectifs, mais moi, quand je lance une campagne, l'objectif affiché, c'est de jouer à un jeu, tester un univers, tester des règles, proposer un bac à sable, proposer un truc character-driven, story-driven, ce que tu veux. Mais je vais rarement donner mes objectifs perso de progression ou des trucs que je veux mettre en place absolument. Ok. Mon petit jardin secret. Et tu vois, Ville cocaine. je pense que peut-être ça aurait pu changer les choses. Parce que là maintenant, on est dans la boue jusqu'au genou, donc allons-y. Genre, je me souviens. Je suis pas. Non, je ne prends pas ombrage. J'essaye de rendre ça tu vois, de mettre de la couleur à notre conversation. C'est un objectif de MJ. Je me souviens que je pense que c'était à l'avant-dernière session où justement moi j'ai mis le doigt sur le truc où je me disais ah ça je crois que c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment je déconnecte, tu vois. C'était ce côté, on avait beaucoup de scènes en aparté et nos personnages ont commencé à avoir du mal à les mettre ensemble. Et je crois que c'est à peu près ensuite que toi t'as dit je crois que j'en ai marre de cette campagne. On va essayer de la terminer. Et je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, putain, j'espère que j'ai pas fait de la merde. Non, c'était personnel. Mais au-delà de ça, tu vois, je me dis que c'est à ce moment-là que peut-être, tu vois, finalement, tu fais les plus gros progrès dans ta campagne. Genre, si tout le monde autour de la table se dit, ah ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu vois. Donc, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que comme c'est moi qui soulève le problème, ça fait un peu genre, tout le monde devrait s'adapter à moi. C'est pas ce que j'essaie de dire, mais en gros, je pense que si tu rappelles fréquemment tes objectifs et que tu poses des questions un peu précises, tu vois, plutôt que est-ce que la partie c'était bien, etc. Et qu'en gros, on a une vraie, entre guillemets, conversation de rôlistes, tu vois, autour de la table. Quand la partie se termine, qu'on analyse un peu ensemble et tout, c'est là qu'on fait les plus gros progrès dans le cadre de la campagne qu'on joue, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. Si on se met tous autour du fuego sagrado et qu'on tend les mains et que chacun ouvre son cœur, on va plus loin. Ça, c'est vrai. Et encore plus si on a un objectif affiché, tu vois. Mais moi, sur cette campagne précisément,
Je sais que toi, t'as mis le doigt sur des trucs qui te plaisaient pas, mais j'avais pas l'impression que les autres joueurs, ça leur déplaisait ce qui se passait, tu vois. Et moi, ce que je faisais dans la campagne, c'est que des trucs que je sais faire. Or, quand je lance la campagne Vampire, pour moi, c'est un espèce de fantasme adolescent, tu vois. J'ai le jeu depuis que je suis minot. J'avais, je sais pas, 17 ans ou un truc comme ça quand j'ai acheté mon premier Vampire. J'ai jamais pu le faire jouer, tu vois. Donc quand je le fais jouer, je dis, attends, on va jouer à Vampire Je sais pas comment expliquer ça, c'est comme si t'allais jouer au foot avec Zidane, tu vois. C'est un peu l'idée, quoi. C'est vraiment, je vais dans mon univers d'adolescent et je vais triturer des trucs que je veux triturer depuis 20 ans ou 25 ans. 23 pour être précis. 23, 25 même. Je sais plus. Enfin bref. 50. Tu vois la part des maths dans le jeu de rôle. En fait, t'es un vampire. Elle est nulle, hein. Enfin bref. Tout ça pour dire que moi, mon objectif perso, enfin un de mes objectifs perso, parce que j'en avais certainement plusieurs, c'était d'explorer cet univers de vampires et de vous le faire kiffer. Et j'ai pas l'impression à aucun moment d'avoir dégagé un truc de vampire, de l'univers du monde des ténèbres, qui vous a accroché, où vous vous êtes dit putain on va aller à fond dans ce truc-là, où on va essayer de gratter qu'est-ce que c'est, ou alors très superficiellement vous l'avez fait peut-être genre sur comment fonctionne la Camarilla, comment tu vois. Et je me suis dit merde, j'ai pas mis les bons éléments de jeu. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans un truc où j'ai fait ce que je sais faire, une table de jeu de rôle, à savoir, ok, je prends un truc de l'historique, je le renvoie, ou je crée une situation d'entrée qui va être tendue, ou rigolote, ou machin, et on joue autour de ça, et on verra bien ce qui se passe. Et j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Le final de ça, c'est j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Alors peut-être que je savais pas assez ce que je voulais faire, ou peut-être que j'avais pas les moyens. Mais en ça, j'ai pris un bon gadin, tu vois. Je pense que si un jour je reviens au monde des ténèbres, je ferai différemment. Ça, c'est sûr. Et j'aurais progressé, peut-être. Ok, donc est-ce que je fais une tentative de formulation de l'objectif que tu avais? C'était de créer, on va dire, une forme de peut-être de curiosité envers cet univers, genre qu'on ait envie d'en savoir plus sur l'univers Yes. de Vampire. Ok, c'est intéressant parce que c'est un peu, c'est un peu ce que j'avais avec des Genesis. Mais je pense pas que ce soit exactement les mêmes bestiaux. Mais du coup, ce que je me dis, là maintenant, tu vois que on, on- on en parle vraiment. Et ben, je me dis que moi, peut-être, effectivement, ce qui a pu m'empêcher de faire ça, c'est le sentiment dans cette partie de Vampire que les scènes venaient à nous et donc du coup qu'il n'y avait pas besoin de chercher. Parce que tu sais, comme il y avait cette sorte de rotation de scènes de personnage à personnage, je pense que c'est un peu lié au schmilblick parce qu'en fait, quand tu commences à t'habituer à ce que la caméra vienne à toi et qu'il y ait tout de suite un contexte, plutôt qu'on me dise qu'est-ce que tu fais, genre presque de but en blanc. Peut-être que tu vois, ça incite à une sorte de... C'est le MJ qui va nous révéler l'univers. C'est probablement vrai ce que tu dis. Alors que toi, t'aurais kiffé voir les joueurs croquer à pleines dents, j'ai envie de dire, dans l'univers de Eh Vampire. oui. C'est la moelle du jeu, bien sûr. Je sais pas, c'est une... Non, mais c'est une piste de réflexion. C'est probablement très vrai à certains moments. J'ai certainement aussi perdu pied parce que j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais faire. Donc je restais sur mes bases. Donc je restais sur des trucs de petites scènes qui s'enchaînent. Je me suis dit merde, s'ils y vont pas, si ça les intéresse pas, ce qui se passe, ça va être compliqué. Donc ok, je vais amener les trucs à eux. Donc ouais, il y a certainement de ce que tu dis, hein. C'est vrai que si on avait eu ces conversations au moment de jouer, on aurait, on aurait peut-être joué mieux. Je sais pas. Je sais pas, parce que tu vois, c'est jamais facile, parce qu'en vrai... Non, c'est très très compliqué. Là, on peut le faire parce qu'on a du recul aussi, et puisqu'on est des passionnés, donc on aime parler de ces choses-là. Mais c'est absolument pas facile de convoquer l'expérience des gens. Là, il y avait 3 joueurs, donc il y avait Menika et Reshin avec toi. Peut-être que eux, ils kiffaient juste leur partie, et j'avais pas envie Ah, de bah ouais. leur dire, en fait, ça me fait chier parce que je trouve ça nul, ou je trouve pas ça comme ça devrait être, ou alors que eux, peut-être qu'ils étaient dans leurs chaussons et ils kiffaient, tu vois. Ouais, je comprends. Et en fait, c'est logique, parce qu'en fait, quand t'as un peu, genre, deux petites voix dans ta tête, enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'en ai plus d'une, mais vas-y. Ouais, ouais, c'est ça, je pense que eux kiffaient, et donc, du coup, tu t'es dit, bah, d'un côté, j'ai Hugo qui veut jouer d'une certaine manière, et d'un autre côté, il y a les deux autres qui kiffent la manière dont on joue. Et, Et moi, je voudrais jouer d'une quatrième manière. voilà, c'est ça. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'effectivement, la conversation, ça devient intéressant parce que il y a probablement
des moyens de rendre tout ça compatible en fait. Tu vois, J'en suis sûr. et je pense que si tout le monde, d'une certaine façon, participe au fait de... Tu vois, ça veut pas dire qu'en un débrief, tu vas avoir réglé tout le schmilblick, et ça veut pas dire qu'une fois que tu auras réglé le schmilblick, tout sera résolu. Mais en gros, le fait d'avoir les conversations post-party, je trouve que ça fait vraiment tellement progresser, et pas du coup, pour reboucler avec la question, pas progresser Oui. globalement pour En être le meilleur compétence. MJ et tout. Mais ça fait vraiment step up en fait ta campagne, tes réflexions. Et je pense que tout le monde a y gagné. Moi, je me rends bien compte que c'est terrible ce que je veux dire. Mais les joueurs, tu vois, qui se déconnectent tôt et qui participent pas au débrief, bah, au bout d'un moment, ils sont beaucoup moins dans le... Sur certaines campagnes, tu vois, même la Shadow March, il y avait des gens qui restaient plus longtemps pour parler et tout. Bah forcément, on crée plus de synergie, on se comprend mieux, nos objectifs s'alignent, on comprend mieux la philosophie de jeu de l'autre, on se dit ah ouais ok d'accord et bref on crée une expérience exactement, on crée une énergie, un feu sacré, une sorte de c'est spirituel. Mais c'est vrai. Mais après, je comprends aussi, c'est pas toujours évident. Déjà, quand tu finis ta partie à minuit, que le lendemain tu embauches à 8h, peut-être pas tous les soirs discuter jusqu'à 4h du matin d'une partie où tu as chevauché un dragon, tu vois. Il y a des fois, il y a des impératifs, mais c'est vrai que d'avoir des espaces de discussion, c'est hyper important. C'est hyper important. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner pour... Je pense que tu pourras cutter les 3/4 de cette conversation. Je sais pas si ça Non, je pense intéressera que les tout gens. est intéressant, en vrai. Sauf les blancs, bien sûr. Bien sûr. Et les moments où on me demande qu'est-ce qu'on mange et tout ça. Mais si on pouvait arriver à une conclusion sur cette conversation, comment on fait pour amener, je pense à la question du premier user du Discord, Valère. Comment on fait pour amener les gens à avoir une discussion comme on vient d'avoir là? Est-ce qu'il faut des lumières tamisées? Est-ce qu'il faut une petite musique? Un peu de jazz? Est-ce qu'il faut taper du poing sur la table? Est-ce qu'il faut dire bon allez les gars, faut qu'on discute là parce que ça va pas du tout? Je pense, on est d'accord, il y a des gens, ça les intéresse moins la question. Aussi, on n'est pas tous... Et là, je pense qu'on peut effectivement parler d'un niveau de progression. On n'est pas tous au même niveau de culture et de connaissance du jeu de rôle et du vocabulaire du jeu de rôle et tout. Donc des fois, tu vois, c'est difficile de parler avec quelqu'un qui a jamais fait de jeu de rôle, tu vois, de trucs ultra perchos, tu vois. Le mec, tu te dis... De quoi il me parle, lui? Ouais, voilà, c'est ça, il fait. C'est un jeu de société, quoi. C'est un jeu de société, de quoi tu me parles? Et je pense que moi, ce que je ferais, en fait, j'ai pas trop d'idées là, à vrai dire. Tu vois, j'arrive pas à créer la conversation avec n'importe qui, mais j'ai comme ça une intuition que si tu poses des questions précises, même si ça va pas solve tout le problème, tu vois, si tu poses des questions précises, tu peux commencer à créer de l'intérêt. Tu vois, genre t'as quelqu'un, il se pose pas de questions sur sa pratique. Je sais pas, pour vraiment réussir à plus reboucler, on va dire que je suis Valère. Je sais pas, genre peut-être j'essaierai de dire à mes PJ, ouais les gars, pourquoi vous faites qu'est-ce que vous trouvez cool dans le fait de faire des personnages super forts en combat, tu vois, par exemple. Pour ouvrir en fait la question, en fait, se demander pourquoi ils font ça plutôt que de me dire je veux que vous arrêtiez de faire ça. Tu vois, pour essayer de commencer à les comprendre. Parce que si le piège souvent c'est de dire à la fin de la partie est-ce que vous avez aimé, et là bon bah voilà, 100% gagné en général, ou de dire les gars il y a un problème, tu vois, genre de faire une sorte de intervention out of nowhere, tu vois, genre en mode personne comprend ce qui se passe et d'un seul coup tu passes pour le méga rabat-joie, tu vois. Je pense qu'il y a c'est ça, je pense que le truc c'est de trouver un angle, tu vois, pour réfléchir à un angle pour avoir une conversation qui soit intéressante. Tu vois, par exemple, j'ai le sentiment que quand j'explique à mes PJ qui sont souvent aussi des MJ, donc en fait ça aide. Probablement que ça aide, mais en fait montrer aux joueurs, je pense que ça éveille leur intérêt sur la compréhension de ce qui se passe, tu vois. Genre, par exemple, leur dire voilà, j'ai cru que vous alliez tous crever. Je me projette dans une situation fictionnelle. Là, j'ai cru que vous alliez tous crever. Je sais pas, j'ai triché et je me dis bon, c'est très difficile d'avoir ce déclic, cette réalisation. Et je me dis est-ce que ça vous embête que je triche? Ça va créer une conversation tellement intéressante.
Donc partir d'un truc précis, peut-être même d'une situation en jeu, on vient juste d'arrêter. Ok, il s'est passé ça à ce moment-là. Moi j'ai réfléchi comme ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Tu vois, tu montes ton positionnement, tu ouvres la discussion. Mais être honnête aussi dans son positionnement, c'est un truc. L'honnêteté, c'est un terme que j'emploie beaucoup en ce moment. Je trouve que c'est très important. Il faut être honnête et avec soi-même et avec les autres. Donc peut-être dire les termes, tu vois, comme on dit en 2024. Exposer les bails, quoi. Ne pas se cacher derrière le paravent en posant des questions fades, mais c'est aussi un problème de débrief. Tu vas pouvoir couper, on arrêtera, on discutera après si tu veux. C'est aussi un problème de débrief. Je trouve que les débriefs, 99% du temps, c'est de la merde. Alors c'est probablement parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions, mais enfin c'est de la merde. Est-ce que vous avez bien aimé le jeu? Oh oui, j'ai bien aimé la partie, c'était super. À un moment donné, mon personnage, il a fait ça, c'était génial. Et puis j'ai bien aimé ce PNJ-là, il était rigolo. Ok, donc PNJ rigolo. Il y a un truc que vous avez pas aimé? Oui, peut-être à un moment donné, je trouvais que le rythme était pas ouf. Ok, donc rythme pas ouf. Qu'est-ce que vous voulez la semaine prochaine? Ah ben la semaine prochaine, moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer, blablabla. Ça, en vrai, tu résous rien en faisant des... Enfin, moi, je m'aperçois que c'est un truc qui est prôné souvent de partout, que ce soit on s'appelle les roses et les épines, les machins, il faut pas froisser, il faut dire les choses comme ci, comme ça et tout, mais en vrai, je suis pas sûr que tu avances beaucoup avec ces débriefs-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on manque pas d'honnêteté dans nos débriefs? Est-ce qu'on manque pas d'honnêteté parfois dans les questions qu'on pose à nos joueurs? Je pense que c'est méga complexe. En fait, il y a honnêteté et en fait, des fois, c'est super difficile à chaud de savoir ce que tu veux dire. Tu vois, moi, par exemple, là, dans la campagne de Vampire, je me demandais qu'est-ce qui fait que par moment, je déconnecte et quand je me retrouve avec les autres PJ, je sais plus où on en est, tu vois. Et genre, du coup, enfin, tu vois, et c'est au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je pense, probablement que je suis très loin à la détente. Je me suis dit, je pense que c'est parce que on fait pas assez de scènes ensemble où on décide ensemble de ce qu'on va faire, etc., etc. Mais ça, il m'a fallu du temps, tu vois, parce que moi aussi, j'utilise des fois ce procédé-là dans des campagnes, donc je vais pas immédiatement, tu vois, dire ah attention, nanana, poser une sorte de diagnostic, tu vois, genre le piège inverse, c'est genre je trouve des fois c'est de suranalyser dès la première session, tu vois. En fait, genre, tu fais des sortes de conjonctures, etc., etc. Je pense que le débrief de base, genre, vous avez bien aimé, déjà, à la fin d'un one-shot, à moins que tu te sois tous dit, que tout le monde se soit dit, on est là pour expérimenter, le but, c'est pas de savoir si on a bien aimé la partie ou pas, c'est de savoir si on a bien aimé le jeu, par exemple. On a un objectif. Comme on a décidé de ce qu'on allait mesurer, en fait, à quoi vraiment sur quoi on va vraiment se poser la question, ça libère la conversation. Alors que si je dis juste, oh, vas-y, on fait un one-shot, à la fin, je dis, est-ce que vous avez aimé? En plus, comme c'est un truc sans lendemain, bon, honnêtement, même moi, je suis en mode flemme de faire un retour presque. Parce que... Ça a très peu d'intérêt. Si t'as pas d'objectif ou de test ou de machin. C'est ça, je me dis, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais épuiser énormément d'énergie parce que je vais créer un conflit. Et genre un conflit, a priori, pas nécessaire, parce qu'en fait, la personne a juste demandé ce que vous avez bien aimé. Je suis en mode, ouais, Ouais. allez, ciao, tu vois. Enfin, genre... Ouais. Si on est dans une campagne, déjà, je trouve que... et qu'on compte jouer ensemble et qu'on s'interroge tous ensemble. Donc en fait, je pense, ce qui crée les bons débriefs, il y a de 1, la confiance, et de 2, l'intérêt à faire en sorte que... Enfin, avoir des objectifs et un intérêt particulier quand même de pas juste préserver la paix sociale. Mais tu vois, je pense que par contre, tu vois, l'inverse, le risque, c'est de prendre l'extrême inverse, c'est d'être genre en mode, je fais une intervention, tu vois, genre en mode, wow, alors je vais vous dire de but en blanc, c'était à chier, tu vois. Genre, en fait, souvent il y a 2 extrêmes, tu vois. Tu dis jamais ça, tu dis pas c'est à chier, tu dis. Enfin, je pense aux rares cas où j'ai eu des débriefs intéressants. En général, tu dis pas c'est à chier. Tu dis ok. Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé, dont ça. Ouais, ce que je veux dire, c'est que souvent on dit ah, il faut être bienveillant, ou alors ah, il faut dire les termes, tu vois. Genre, je suis en mode, je pense pas que dire c'est les complexe. termes en étant bienveillant. C'est ça. Et je pense que c'est compliqué, et que par exemple, poser des questions, c'est intéressant. Je me dis, un bon moyen de lancer le débrief, c'est d'avoir une question, et d'avoir une question sur soi, tu vois. Genre par exemple, moi je vais dire, est-ce que vous avez... Par exemple, je vais dire, Oui. est-ce que vous avez trouvé le donjon intéressant? Ou alors je vais dire, ah c'est ouf, parce que genre en fait je savais pas quand le dragon allait arriver, tu vois. Donc c'est une manière de dire, ça j'avais pas le contrôle là-dessus. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Enfin tu vois, en fait, en montrant les ficelles et en posant, en se mettant soi-même un peu en péril, je sais pas comment dire, bah tu montres qu'on peut le faire. Enfin je crois que tu mets un climat où genre même toi
tout de suite, tu es prêt à recevoir la critique. Et donc, en fait, si toi, tu as eu un ressenti, je pense, c'est horrible ce que je veux dire parce que je pense que c'est pas la responsabilité du MJ. Mais comme je suis souvent MJ, moi, ce que je ferais, c'est me montrer en tant que MJ faillible. Tu vois, je demanderais pas, est-ce que ça vous a plu? Je me dis, à ce moment-là, je sais pas trop ce que vous en avez pensé, tu vois. Moi, j'étais pas trop sûr. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Je suis en train de réfléchir. Bah, typiquement sur la dernière campagne, j'aurais pu avoir, au moment où j'ai eu tous mes doutes, ouais, j'aurais pu vous demander, est-ce que vous trouvez que l'univers est assez engageant ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses à gratter derrière les PNJ? Enfin, j'imagine que j'aurais pu avoir ce genre de questions ouvertes en disant, moi, j'en ai pas l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez? On aurait pu ouvrir un débat. En fait, il faut ouvrir son petit cœur, quoi, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. Je pense qu'il faut ouvrir son cœur. Mais bon, comme tu dis, une histoire de confiance, parce que t'as pas envie non plus de prendre un coup de poignard dans ce petit cœur. Et ouais, je pense que c'est normal d'avoir une sorte d'aversion. Il y a une aversion au conflit, mais si tu extériorises l'objectif poursuivi, et ben d'un seul coup, c'est plus toi qu'on attaque. C'est est-ce qu'on a atteint l'objectif, tu vois. Ok, je pense que tu peux couper 1 heure de conversation pour garder cette dernière phrase. On s'arrête là, ok. Je Non, comprends. non, on peut continuer jusqu'à tant que tu veux, mais c'est pour tes auditeurs, Pêcheur. Ça fait déjà un très bel épisode. Et ben merci du coup, Cortex, pour ta participation. Putain, je sais pas si on aura aidé des gens, mais nous, nous on se sera aidé. C'est déjà pas mal. C'est ça. Non, je pense que j'ose espérer que c'était intéressant. Vous nous direz en commentaire, bien sûr. Bien sûr, rassurez-nous. Faites-nous un débrief bienveillant. C'est ça. Faites-nous un débrief bienveillant. Posez des questions précises et extériorisez vos objectifs dans les commentaires. En tout cas, merci encore Cortex et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, à poser vos questions du coup. Soit dans les commentaires, soit sur le Discord, et puis peut-être qu'à un moment donné, on pourra essayer d'y répondre comme ça. Un peu l'accent du sud parce que c'est Cortex. Eh oui, mon fort. Allez, ciao. Allez, ciao, bisous.